Et si je te raconte? Et si je te raconte? Et si je te raconte? Le podcast du Centre Pompidou-Metz qui vous fait pénétrer les coulisses de l'exposition Lueurs empruntées à Metz de l'artiste Kerith Wynne Evans. C'est une exubérance, un abus de flux d'énergie Kerith Wynne Evans, que j'essaye d'une manière ou d'une autre d'amplifier, d'orchestrer ou de gérer. Donc vous avez vraiment toute une sorte de chorégraphie poétique. Zoé Stilpas, commissaire de l'exposition. De lumière naturelle, lumière artificielle, de reflets, d'ombre. En novembre 2024, l'artiste gallois de 66 ans, Kerith Wynne Evans, conduit dans son exposition le visiteur à faire l'expérience d'une poésie multisensorielle. Déployée au sein de différents espaces du Centre Pompidou-Metz, l'exposition se situe à la rencontre entre la monographie et la carte blanche, dont elle explore les croisements féconds. Cette exposition au Centre Pompidou-Metz, consacrée à Kerith Wynne Evans, Chiara Parisi, directrice du Centre Pompidou-Metz, invite à questionner les cadres d'une exposition d'art contemporain. D'un côté, l'exposition réunit des pièces majeures de Kerith, créées au fil des années, et met en lumière les thèmes récurrents de sa pratique, les langages, la lumière, les sons, l'engagement politique et poétique. De l'autre, l'espace du musée devient un véritable laboratoire, où Kerith orchestre un dialogue inédit entre ses œuvres et l'architecture, ses œuvres et la ville qui l'entoure. Ce qui distingue cette exposition, c'est cette tension fertile entre l'introspection monographique et l'expérimentation propre en carte blanche. Kerith Wynne Evans ne se contente pas de revisiter son parcours, il réinvente sa pratique en ajoutant des nuances nouvelles. En cela, elle reflète parfaitement l'esprit de notre musée, un lieu où les œuvres ne sont pas seulement montrées, mais activées et transformées. Ce voyage expérimental dans l'univers artistique de Kerith Wynne Evans s'apprécie en deux temps. Son forum, situé au rez-de-chaussée, est muet en jardin d'hiver, composé d'éléments de différentes natures, sculptures de verre, végétation, vitrines minéralogiques, et la galerie d'exposition située au 3e étage, scène pour une déambulation au gré de sculptures aux effets électrisants qui jouent d'une perte de repères, sensorielle comme cognitif. C'est intéressant parce que c'est une exposition qui se déploie sur deux espaces. Elsa de Smet, responsable du pôle des publics. Et deux espaces qui sont assez différents l'un de l'autre. C'est-à-dire que le forum, c'est vraiment un endroit où on passe, où on peut circuler. Et puis, cette galerie 3 qui est vraiment en hauteur, qui donne un point de vue spécifique. Donc, cette exposition, elle est intéressante aussi puisqu'elle offre déjà une multiplication des points de vue et une forme de statement sur l'affirmation que le lieu dans lequel on s'intègre a une place éminemment importante pour les œuvres que l'on y dispose et la manière dont le visiteur d'une exposition peut appréhender ce qu'il voit, ce qui est un héritage très fort dans le travail de Kerith Wynne Evans, de tous les principes du minimalisme américain de la fin des années 60. Being given the opportunity to occupy two spaces in the museum, Avoir la possibilité d'occuper deux espaces du musée permet de jouer avec le fait que chacun de ces espaces ont leurs propres caractéristiques architecturales et sont abordés de différentes manières dans l'ensemble de l'aménagement du bâtiment. Quand vous pensez à planifier une exposition, vous êtes impliqué dans ce genre de notion de parcours, à commencer par l'entrée où vous achetez votre billet, là où se trouve la porte, quelles sont les premières rencontres que les gens font, etc. Donc, d'une certaine manière, du moins dans votre esprit, vous traversez le bâtiment en imaginant comment chaque espace est révélé, et en un sens, ce type de scénographie participe de cette idée d'une œuvre révélée dans le temps. La première rencontre que fait le visiteur, c'est une faille spatio-temporelle. Une faille qui naît d'une présence insolite, celle, en ces mois d'hiver à Metz, d'une étrange collection d'arbres exotiques, placés en ligne droite sous la canopée du Centre Pompidou-Metz. So to a certain extent, it's sort of deciding on this, what I've sort of referred to as akin to the model of Dans une certaine jardin mesure, d'hiver, il s'agit de se baser sur le modèle du jardin d'hiver, qui m'a toujours fasciné. L'idée de gens en plein hiver qui se relaxent dans une serre et qui prennent une tasse de thé à côté d'un bananier alors qu'il neige dehors. Clin d'œil aux palmiers exposés au sein du musée par l'artiste belge Marcel Breuttars en 1974. Cet ensemble de plantes pose, aux côtés de géodes d'améthyste sous vitrine, le décor du musée, dans un goût très 19e siècle, mais revisité à la lumière de l'espace contemporain qui l'accueille. Et en ravivant les dispositifs muséaux à l'époque de leur premier développement, ou en d'autres termes, en exposant l'exposition, Kerith Wynne Evans crée un contre-décor.
des plantes en pot qui, en perdant leur environnement primordial de forêt tropicale, se statufient et prennent des airs de science-fiction. La question se pose alors de ce que l'artiste explore au creux de ce paysage hybride où nature et culture entrent en collision. Le monde organique ou naturel a peut-être la réputation d'être authentique. Et sans doute, les plantes pousseraient même s'il n'y avait pas de monde autour d'elles. Mais, encore une fois, pour revenir à ce genre de grandes questions métaphysiques, vous savez, est-ce qu'un arbre émet un son s'il tombe dans la forêt et que personne ne l'entend? Ce que je veux dire, c'est que je pense que l'une des choses que je voudrais mettre au premier plan ou souligner ici, c'est cette relation entre la nature et la culture dans un sens. Vous avez le soin, le contrôle de la pousse. Combien d'artifices sont nécessaires pour préserver l'innocence de la nature dans de nombreuses situations de ce type? En fin de compte, je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que les lois de la nature sont conditionnelles et non absolues. Au sein de ces artefacts, un élément, empruntant lui aussi au dispositif d'exposition des muséums d'histoire naturelle, dénote un squelette en silicate suspendu par la nuque, éclairé par une touche de lumière, traçant sur le mur du centre Pompidou-Metz l'ombre de sa silhouette mortifère. Kerry Wynne Evans aime parler de ce squelette comme d'un ready-made. Le corps mort étant peut-être le ready-made ultime sur lequel on projette toute la symbolique de l'espèce humaine. Ce que fait le squelette dans cette configuration, dans cette mise en scène, c'est créer une sorte d'événement. Lorsque vous êtes en sa présence, lorsque vous êtes dans la pièce, le squelette agit ici en quelque sorte comme une sorte de code. C'est compliqué de dire que ce squelette représente quelque chose parce que cet objet est en quelque sorte surdéterminé et représente peut-être trop de choses. L'une des raisons pour lesquelles je voulais utiliser le squelette en quelque sorte, c'est parce que c'est une sorte de ready-made ultime, lié à Duchamp. Et le squelette n'est pas l'objet à proprement parler, c'est l'ombre projetée par le squelette qui est l'objet. C'est donc cette relation entre l'objet, le corps physique, l'ici et maintenant, et l'illusion quelque peu lumineuse créée par cette transparence. Il tourne également très très lentement. Ce que vous obtiendriez alors, c'est une sorte de cinéma fantomatique, dont la forme crée des ombres qui tournent d'une manière ou d'une autre et qui se répètent sans fin. L'œuvre de Kerry Wynne Evans ne s'intéresse pas tant dans ce premier espace situé dans le forum à l'espace qu'au temps. Il cite lui-même d'ailleurs très souvent pour tenter de définir ce qu'est une œuvre d'art, une courte citation de l'artiste américain Lawrence Weiner au sujet de ce qu'est finalement une œuvre d'art, juste un autre écoulement de temps. Just another elapse of time, designated. Son exposition apparaît ainsi comme un assemblage de champs d'existence parallèles, de flux et de pliures dans la continuité temporelle. Vous avez dans le forum plusieurs temporalités. Zoé Stilpas. Donc vous avez la temporalité des plantes qui sont vivantes, c'est une sorte de temps organique. Vous avez le temps géologique des géodes, qui est aussi une sorte d'échelle de temps qui est vraiment très différente d'une échelle temporelle humaine. Et vous avez le squelette qui est métaphysique et hors du temps, qui est vraiment une sorte de fantôme qui hante le forum. Tout élément du décor créé dans le forum agit ici comme un creux de l'espace où se niche le temps du monde, où le souvenir de la graine est présent dans chaque plante, où la mémoire de l'homme se tient au creux de chaque os du squelette, où l'histoire épaisse de la terre sommeille dans les strates des géodes d'améthyste. Lorsque vous avez la possibilité de superposer des choses qui se produisent à des différents moments, il est possible de se concentrer sur cet assemblage de différentes temporalités qui évoluent à différentes vitesses.
Et vous pouvez alors occuper un espace de rêverie. Je pense qu'il est possible de se mettre dans un espace de méditation quant à cette superposition de différents temps qui coexistent. Le rythme de la vie d'une personne n'est pas uniforme. Si vous l'étudiez, cela vous fait réfléchir à la structure du temps et à la façon dont le temps est en fait très malléable. Et probablement, à mesure que les scientifiques quantiques découvrent de nouvelles choses sur la nature du temps, la compréhension qu'on en a ne cesse de changer. Et je pense qu'il est possible de créer une sorte de zone, un moment qui serait peut-être venu d'examiner le temps vu depuis le plus bref et le plus éphémère rêve d'une mouche de mai, ou comme diraient les bouddhistes, vu depuis l'éclair reflété dans une goutte d'eau sur une feuille de lotus. Dans cet espace de rêverie, une installation guide le regard. Composée de colonnes géantes et suspendues, faites d'ampoules obsolètes laissées éteintes, qui lévitent à 1 cm du sol et conduisent l'attention vers les hauteurs du musée, où se situe la suite de l'exposition. Depuis le palier du niveau 3, l'espace du forum apparaît alors comme un seul tableau, où cohabitent la nature et les œuvres lumineuses de l'artiste, empruntant les apparences d'un souvenir dont l'ombre du squelette vient souligner l'éphémérité à la manière d'une vanité. Ces colonnes de verre qu'on voit dans le forum, elles se retrouvent dans le 2e chapitre de l'exposition qui s'ouvre au 3e étage, en galerie 3, où ici on a vraiment l'architecture de Shigeru Urban et Jean de Gatine qui est débarrassée de toute simèse qui viendrait interférer entre les deux extrémités de la galerie. Ce qu'on trouve habituellement on a des murs, des simèses sur lesquels on accroche des œuvres qui séparent les espaces, qui dessinent des sections. Là on a vraiment cet espace qui est mis à nu et qui permet d'avoir une vue d'ensemble empreinte de la lumière de la ville et de celle des néons des sculptures de l'artiste. Cette impression un peu aérienne, elle est redoublée aussi par le fait qu'il y a des grands miroirs, ces grands miroirs dont l'artiste a recouvert les murs latéraux de la galerie. Une des interventions les plus particulières que nous avons faites, et qui est presque agressive, consiste à avoir supprimé toutes les simèses, vu que, dans l'ensemble, rien ce que nous montrons n'a besoin de murs. Certaines choses ont besoin du sol, presque tout nécessite un plafond car les œuvres sont suspendues. J'avais vu l'image d'une exposition qui s'était tenue ici peu avant l'ouverture de la galerie, il y a 14 ou peut-être même 15 ans. Daniel Buren avait été invité à installer son œuvre. Celle-ci reflétait partiellement les murs de la galerie. Il convient de noter que la galerie est une sorte de long espace horizontal extrudé qui mesure près de 80 mètres de long. À leur extrémité, il y a ce que les architectes appellent des fenêtres rideaux. Et donc, en retirant tout et en ouvrant l'espace, celui-ci devient peut-être l'une des œuvres les plus importantes de l'exposition. Lorsqu'on a rendu visite à l'artiste lors des prémices de la construction du projet dans son atelier à Londres, Anne Horvat, responsable de la programmation. Il nous a montré le catalogue de l'exposition Daniel Buren qu'on avait faite il y a une dizaine d'années au Centre Pompidou-Metz. Et cette image, en fait, de la galerie 3 à moitié recouverte de miroirs par Daniel Buren pour refléter justement la cathédrale, eh bien, cette image, en fait, elle est restée dans l'imaginaire de l'artiste. Et contrairement au projet de Daniel Buren, là, l'idée n'était pas de refléter la cathédrale, mais de couvrir les 2 parois latérales de miroirs. S'il fait nuit à l'extérieur, ce sont les œuvres de Keyres qui se reflètent non pas sur les miroirs uniquement, mais aussi sur les baies vitrées. Et s'il fait jour, c'est la cathédrale, en fait, qu'on voit à travers les baies vitrées dans toute la galerie. Je pense que lui, en fait, c'est plutôt le miroir comme aussi élément de la lumière. Et la lumière, c'est ce qui traverse son travail depuis son expérience dans le cinéma expérimental. Il a commencé vraiment comme assistant de Derek Jarman. Il a ensuite réalisé ses propres films. Et par la suite, il va poursuivre sur une voie encore plus conceptuelle en travaillant directement avec le matériau de la lumière. À travers toutes les œuvres de la Galerie 3, Keyres Wynne Evans crée un jeu de dupes pour les sens, déjouant le regard à travers la multiplication des rebonds visibles dans les parois miroitantes, créant des ambiances sonores que l'on ne peut capter que par endroits, multipliant les références théoriques et visuelles, redoublant les jeux de transparence des surfaces à travers notamment une œuvre faite de grandes plaques de verre incurvées accrochées au plafond intitulée Phase Shifts After David Tudor. L'une des œuvres
qui peut paraître les plus surprenantes dans l'exposition, c'est cet ensemble de mobiles composés de pare-brises brisés que l'artiste a récupérés à la casse et qui nous frappe en fait par ce contraste entre la légèreté apparente du mobile et la lourdeur de ces pare-brises qui bougent malgré tout au gré du déplacement des visiteurs et donc du mouvement de l'air dans la galerie, et qui incarne aussi tout le travail très référentiel de l'artiste, parce que le mobile fait directement penser à Calder et à ses célèbres œuvres depuis les années 30 et 40, et le verre brisé renvoie directement au grand verre de Duchamp qu'on a montré il y a peu sa reconstitution dans l'exposition consacrée à Jacques Lacan. C'est une série de pare-brises suspendus par 2 ou 3 avec des fissures. Il les a cassés lui-même avec un marteau et qui font aussi référence à nos portables où l'écran est souvent fissuré. L'œuvre de Marcel Duchamp, artiste français du début du XXe siècle, inventeur du ready-made, qui a particulièrement marqué Kerris Wynne Evans, est le grand verre, aussi connu sous le titre de « Marié mis à nu par ses célibataires même », réalisé entre 1915 et 1923. Cette œuvre mythique, qui mesure près de 3 mètres de haut, est constituée de 2 panneaux de verre superposés qui montrent au niveau supérieur une figure allégorique de marié et au niveau inférieur, ces soupirants célibataires incarnés par des moules maliques qui correspondent à leurs rôles sociaux, masculins et figés. Il y a des choses au sujet du grand verre qui m'ont fasciné. Pas seulement le jeu complexe et la complexité ludique dont, dans cette cosmologie, certains rôles et fonctions sont attribués à certaines parties de ce qu'on pourrait appeler un scénario. D'une autre manière, l'œuvre semble proposer également une approche multidimensionnelle pour le regard. Vous pouvez voir à travers le grand verre et tout à la fois vous vous y voyez reflété. Il y a donc toute cette vitricité en jeu. C'est une sorte d'écran de pensée qui se tient fièrement par rapport au mur. Le jeu que Kerris Wynne Evans instaure dans la vision s'incarne dans une série présentée dans l'exposition intitulée Néon After Stella. L'artiste gallois y transforme les black paintings du précurseur américain du minimalisme Frank Stella, des toiles bâties à partir de bandes noires de peinture séparées par des fines lignes non peintes qui renoncent en tout point à la profondeur illusionniste. Kerris Wynne Evans les traduit en négatif, tout en gardant la géométrie, incarnée cette fois par des néons suspendus dans l'espace, et donnant la part belle aux interstices si chers à Frank Stella. Les black paintings de Stella, elles s'inscrivent dans une histoire de l'art très précise, dans les années 60, où l'artiste a vraiment voulu s'inscrire en décalage total avec l'abstraction gestuelle, l'expressionnisme abstrait, qui faisait preuve d'un grand lyrisme. Stella nous dit finalement, ce que vous voyez, c'est ce qui est. Je peins ce que vous voyez. Et donc, je peins des lignes sur un fond noir. En l'occurrence, Kerris Wynne Evans va reprendre les lignes blanches de ces fameuses black paintings de Stella pour les abstractiser complètement et n'en garder plus que les néons qui flottent de manière un peu spectrale comme ça dans la galerie. Et c'est assez paradoxal parce que quand vous regardez une œuvre de Kerris Wynne Evans, à la différence de Stella, vous ne voyez jamais ce que vous croyez voir, vous ne voyez jamais ce que vous pensez que l'artiste nous montre. Et en fait, cette idée de l'illusion, du regard, de la transformation, elle est vraiment inhérente au travail de Kerris Wynne Evans. Et donc cette série des black paintings, c'est simplement une référence aussi à cette histoire du regard et à une réflexion sur ce qu'on voit et ce qu'on regarde et quelle est notre position de regardeur dans cette hisart. Je suppose que je joue avec ça et que je vais dans un sens absurdement inverse, en utilisant un matériau beaucoup plus pop art qu'est le néon. Le néon est célèbre pour vendre des objets ou faire de la publicité.
Vous savez, c'est un support qui a été utilisé pour fabriquer des enseignes Coca-Cola ou Budweiser ou pour vendre des produits, faire de la publicité. C'était à Paris, il me semble, à peu près à la même époque que la lumière a été utilisée pour la première fois, afin de faire la promotion d'un produit. Donc, la première fois que cela avait été fait, c'était une lampe électrique qui était restée allumée toute la nuit pour que vous puissiez voir ce qu'il y avait dans le magasin. Et c'est ainsi également que la fenêtre, ce type d'écran entre l'intérieur et l'extérieur, commençait à faire ses preuves, parce que vous pouviez voir l'intérieur depuis l'extérieur de la nuit. Un concept de Marcel Duchamp peut être invoqué pour éclairer l'utilisation des néons par Kerry-Swin Evans. Celui d'inframince, développé par le père des ready-made entre 1935 et 1945. Par ce terme d'inframince, Duchamp qualifie ce qui est à la limite du sensible et de l'immatériel. Et une de ses œuvres l'illustre particulièrement. Air de Paris, datée de 1919, est une ampoule de verre de pharmacie contenant 50 cm3 d'oxygène capturé à Paris. Et si je vous en parle ici, c'est qu'une anecdote parfaitement duchampienne permet de la relier au travail de Kerry-Swin Evans. La première version d'Air de Paris, offerte par Duchamp à son ami poète américain Walter Arensberg, s'était cassée et avait ainsi changé par l'infiltration de ces 50 cm3 d'air parisien au sein de l'air new-yorkais imperceptiblement sa nature. Et cet usage d'une substance immatérielle se retrouve dans le travail de Kerry-Swin Evans, dans son choix pour de nombreuses sculptures, non pas de l'air, mais d'un gaz, le néon, omniprésent dans la galerie 3, et que, comme les lumières de la ville de Metz, l'artiste ne fait, dit-il, qu'emprunter momentanément à l'environnement. Le néon, ce n'est pas comme de la pâte à modeler. Ce n'est pas non plus comme une lampe dont vous pourriez découper le fil électrique avec des ciseaux. Si vous cassez un tube de néon, le néon, pour ainsi dire, retourne dans l'environnement. Il est donc emprunté. Cette volonté d'explorer la dimension du temps est présente dans toutes les œuvres de l'exposition, mais elle se retrouve particulièrement dans une série de sculptures abstraites, évoquant sous forme de néons se déployant dans l'espace une gestualité nerveuse et néanmoins régulière. Ces lignes en néon sont issues du vocabulaire chorégraphique des acteurs du théâtre No, forme traditionnelle de théâtre japonais datant du XIVe siècle, qui se caractérise par des mouvements lents et délibérés, une scénographie minimaliste et des masques réalisés avec un soin minutieux. After No, ce sont des sculptures lumineuses suspendues du plafond qui sont abstraites, une sorte de calligraphie extraterrestre étrange et qui sont des références au théâtre No, qui est connu surtout pour ses gestes très très codifiés. C'est très stylisé, très très formel. Et pour faire ces sculptures, il a traduit des schémas kata, qui sont des schémas de la chorégraphie du théâtre No. Et avec toute cette lumière et les reflets et le fait qu'on peut faire le tour, il y a les miroirs aussi, et donc ça donne l'impression que ces sculptures sans danseurs sont en train de danser frénétiquement grâce au fait que le point de vue c'est toujours en train de changer. Cette forme, l'artiste la découvre dans les années 90 lors d'un voyage au Japon. Mon amour ou mon incroyable coup de foudre pour le théâtre No correspond au fait que j'y ai vu pour la première fois une œuvre d'art parfaite pour moi, qui cochait, comme on dit, toutes les cases. Le No est à la fois mystérieux et très difficile d'accès. Cela m'a placé dans une sorte de zone, une zone d'espace idéale pour moi, parce que je pouvais m'abandonner et renoncer à ma volonté de donner un sens à ce qui se passait. Cela met dans un état d'ouverture des sens qui reçoivent tout en leur sein. Le No est entièrement construit autour de répétitions et de différences.
À la fois partition et structure extraordinairement codifiées, les pièces de No sont également contextuelles et changeantes. Le Waki, personnage secondaire, adapte son rôle pour s'accorder aux particularités de l'histoire et du lieu. Les Jiutai, le chœur, modifient quant à eux leur interprétation pour exprimer les émotions spécifiques au moment. La mise en scène, elle aussi, est dépendante des saisons et du public. Cette forme pousse ainsi la question du lien entre le spectateur et l'œuvre à son point limite, la seule permanence se situant dans l'impermanence de la vie et du souffle appréhendé dans le temps présent de l'expérience. Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec ce théâtre, vous réalisez que tous les acteurs, en fait, sont plus ou moins similaires. Il y a des gestes codifiés. L'un d'entre eux est la paume levée vers le masque et maintenue devant les yeux, sans toucher le masque, qui n'est jamais touché. Mais une paume est levée comme si elle se trouvait à quelques centimètres du front, ce qui signifie toujours pleurer. Il existe des structures prédominantes, comme le fait qu'un rôle est joué d'une manière particulière, mais chaque école l'interprétera différemment. Le costume d'un personnage défini sera par exemple différent. Si la pièce est jouée au printemps, en automne ou en été, le masque changera en fonction de cela. Il y a donc toutes ces variables. C'est spontané dans la structure très rigide du texte. Un des intérêts de Kerry Swin-Evans pour cette forme du théâtre No, dont il traduit en néon les gestes des acteurs, se situe dans une longue histoire de la représentation artistique du temps. En matérialisant les gestes d'un sujet, Kerry Swin-Evans se situe en effet à la suite d'artistes tels qu'Étienne Jules Marais ou Edward Muybridge et de leur expérience chronophotographique, ou tels que Marcel Duchamp, avec son nu descendant l'escalier. Chacun d'entre eux tentant, via une proposition plastique spatiale, de traduire ce qui n'est autre que l'expérience vécue du temps, la durée bergsonienne. Et ce chemin entre le vivant et ses traces, entre le vécu qui s'échappe et la matière qui le fige, occupe tout le travail de l'artiste dans une œuvre sculpturale et sonore intitulée « Composition pour 37 flûtes », œuvre faite de 37 tubes de verre, émettant des sons grâce à l'air brassé par les visiteurs de passage. Près des lustres, il y a une œuvre, une sculpture qui s'appelle « Composition pour 37 flûtes », qui est une œuvre assez belle en fait par sa transparence, parce que on ne la voit pas tout de suite quand on rentre dans la galerie. Il y a comme des flûtes comme ça qui se perdent au milieu des miroirs et qui fonctionnent en fait par le déplacement des spectateurs, c'est-à-dire que le déplacement des visiteurs va se faire s'engouffrer l'air dans les flûtes et l'air va être transformé par un programme algorithmique qui va le transformer en son. Et là, encore une fois, en fait, on est dans une forme de création musicale qui est vraiment à la frontière entre l'humain et le non-humain. C'est l'automate qui va créer cette musique. Il y a vraiment aussi tout ce rapport au souffle. Le verre est soufflé pour créer ces flûtes. Le souffle est évidemment indispensable pour jouer de cet instrument. Et ici, c'est le souffle du déplacement des spectateurs qui va activer l'œuvre de manière inconsciente, en fait. Et donc, on est aussi les performeurs, parfois d'involontaires, de l'exposition quand on visite l'exposition de Kerry Swin-Evans. Alors dans cette galerie, Kerry Swin-Evans, il a voulu nous emmener dans une exposition qui est très sonore. La présence de son et de musique sont particulièrement importants, on l'entend. On entend ce souffle hyper fort dans les flûtes parfois, on entend comme ça la partition de Stockhausen, cette musique électronique qui a été importante aussi pour l'écriture de ce qui était au XXe siècle un nouveau langage musical. C'est vrai aussi que du théâtre No, jusqu'à ce rapport justement avec la musique, on a l'impression, et je crois que c'est le cas, que c'est vraiment vers l'écriture de ce qui serait un langage ou peut-être un contre-langage que l'artiste nous amène. Kerry Swin-Evans, c'est un artiste qui a lu les philosophes de la French Theory. Donc il y a des emprunts à Deleuze, à Guattari. Il cite également des mots et des choses de Michel Foucault. Et ce rapport au langage que ces philosophes avaient, à la grammaire, au vocabulaire, sont des choses qui sont très importantes pour lui. Et on le sent qu'il constitue un terrain de réflexion pour l'écriture d'une nouvelle grammaire, avec l'idée que cette nouvelle grammaire, elle ouvrirait les possibilités perceptives
plutôt qu'elle nous enfermerait dans une sémiologie qui serait autoritaire ou quelque chose qui serait dicté par l'artiste. C'est vraiment une tentative d'élargir le vocabulaire que nous avons à notre disposition. Imaginez des langues qui ne sont pas encore parlées. Nous ne le savons pas et nous ne pouvons pas non plus nous en souvenir, car combien de langues avons-nous perdues? Et nous n'avons aucune idée de ce que les gens avaient l'habitude de se dire. La bande est tellement étroite, vous comprenez? Il y a tant de choses qui en sont à la périphérie et qui méritent pourtant qu'on y réfléchisse. Le titre de l'exposition, Lueurs empruntées à Metz, livre peut-être le secret de cette interdépendance entre les choses, les images et les mots, qui composerait cette langue perdue que réactivent les œuvres de Kerry-Twin Evans. J'avais donc cette idée d'emprunter la lumière à Metz. L'une des choses les plus frappantes, c'est que quand on regarde par la fenêtre et que cela donne l'illusion que l'horizon est très très large, cela fait de Metz une sorte de panorama. Maintenant, le sakei, c'est un terme japonais qui désigne un paysage emprunté, qui s'applique en fait à tous les jardins. Il en va de même pour les jardins européens, les jardins de la Renaissance, etc. Cela désigne le fait que tout paysage est conçu en prenant par exemple en compte les montagnes au loin qui viennent, pour ainsi dire, créer une toile de fond à la vue. Il est même possible d'avoir un jardin relativement petit, mais avec l'illusion que l'arbre, situé à 5 km de distance, est encadré de telle sorte que cela donnera l'impression que le jardin n'est délimité par aucun territoire. J'avais donc cette idée d'emprunter la lumière à Metz, de rendre l'exposition spécifique à Metz. C'est comme pour le Balbec de Marcel Proust. Il n'y a qu'une seule église à Balbec et c'est l'église de Balbec. Ce jardin de sculpture de Kerry-Twin Evans, Chiara Parisi le compare à un autre jardin, loin dans l'espace et dans le temps, celui de Bomarzo, situé dans la région de Rome et datant de la Renaissance tardive. Le jardin de Bomarzo en Italie, il est considéré comme un des plus beaux jardins de l'histoire de l'art. Pourquoi Bomarzo? Parce que donc, ces jardins, souvent appelés aussi les parcs des monstres, n'est pas simplement un espace décoratif. Il est une invitation à une quête initiatique où chaque sculpture semble murmurer une énigme ou un mythe à déchiffrer. Cette manière de concevoir un espace comme une expérience polysensorielle résonne à bien des égards avec l'approche artistique de Kerry-Twin Evans dans la question qu'il pose avec ses jardins. Les jardins imaginaires de Kerry, et ça c'est sa génialité, adoptent une stratégie radicalement différente. Et en opposant ces deux visions, on peut mieux saisir la singularité de l'approche de Kerry-Twin Evans, tout en explorant un dialogue subtil entre l'histoire et la contemporanéité de notre manière d'imaginer les espaces artistiques et de voir aussi comment les artistes ont la capacité de nous faire envoyer, bien sûr, pour Kerry au Japon, dans un jardin japonais, mais en même temps aussi de retrouver son histoire, sa propre histoire personnelle, en se connectant dans quelque chose de plus patrimonial et plus lié à l'histoire de l'art. Merci aux équipes du Centre Pompidou-Metz, à l'artiste et à Jules Maton pour le doublage. L'exposition Lueurs empruntées à Metz est visible jusqu'au 14 avril 2025.